d'être avec nous sur i24 News. Voici les titres à la une de l'actualité. Jour J pour Sepp Blatter. Dans quelques heures, le congrès de la FIFA se réunira à l'ombre des affaires pour élire son président. Blatter, qui a refusé de démissionner et de reporter le vote, pourrait rempiler pour un 5e mandat. Et lors du vote cet après-midi, les membres de la FIFA seront également appelés à se prononcer sur la demande palestinienne de suspendre Israël de la fédération. Les efforts de compromis se poursuivent toujours. Nouveau nom, nouveau chef de parti, le PS et l'UMP sont en branle-bas de combat. Ils préparent leur congrès et tentent de resserrer leurs rangs. Et puis pour la première fois de l'histoire d'Israël, un Jordanien obtient un doctorat universitaire israélien spécialiste de la question de l'eau. Il veut promouvoir le partage de cette ressource rare dans la région comme moteur de paix. Enfin, dans le monde du sport, un débat récurrent, abstinence ou sexe. Avant un match, deux écoles s'opposent et la question est relancée après les dernières déclarations de l'étoile montante du tennis australien. Bienvenue à tous. Malgré la pression, Sepp Blatter a donc refusé de démissionner et remettra dans quelques heures son titre en jeu. Le congrès annuel de la FIFA devra choisir entre cet indéboulonnable septagénaire et le prince Ali de Jordanie. Une guerre entre deux camps qui s'est transformée en combat diplomatique post-guerre froide. Elsa Mourgue. Il ne lâche rien. En plein scandale de corruption, Joseph Blatter maintient les élections pour choisir la présidence de la FIFA ce vendredi après-midi, bien qu'une partie de ses membres ait demandé son report, tandis que d'autres ont appelé à la démission de celui qui dirige l'Organisation internationale de football depuis 1998, en tête desquels Michel Platini, qui a ouvertement témoigné son écœurement suite aux 14 arrestations d'importants membres de la FIFA pour corruption. Il appelle à boycotter Blatter. À l'élection du président, une très grande majorité des associations nationales européennes va voter pour le prince Ali. Le scandale planétaire déclenché mercredi profitera peut-être au prince jordanien Ali bin Hussein, 39 ans, seul candidat face à Sepp Blatter, qui reste pourtant favori. Le président de la FIFA reconnaît la gravité de la situation, mais pas question de démissionner. Humiliation et honte couvrent aujourd'hui le football et ceci demande un changement. On ne peut pas laisser la réputation du football ni celle de la FIFA être ainsi salie. Cela doit changer ici et maintenant. Et derrière ce scandale footballistique, Moscou voit la main des États-Unis. On se souvient des pressions exercées sur lui pour empêcher la tenue de la Coupe du Monde de football en Russie en 2018. C'est une tentative évidente d'empêcher la réélection de M. Blatter au poste de président de la FIFA. Blanchiment d'argent, raquettes, détournement de fonds, comptes cachés. La justice américaine enquête sur l'attribution des Coupes du Monde 2010, 2018 et 2022 qui pourraient avoir été obtenues contre des pots de vin. Voilà, et unanimement, la presse internationale ne parle évidemment que du scandale FIFA. C'est un fait assez rare dans le monde des médias, mais le football concerne la planète entière. Betsabé, petit tour d'horizon avec vous. Alors la phrase à retenir ce matin déjà, c'est cette formule de Sepp Blatter hier soir. Je ne peux pas surveiller tout le monde. Blatter qui remarque le Parisien n'est pas inquiété pour l'instant, en tout cas par la justice américaine et la justice suisse dans les scandales qui frappent la FIFA de plein fouet. Il refuse de partir quand bien même la FIFA est frappée par le plus gros scandale jamais vu en 111 ans, peut-on lire dans le Guardian. Au contraire, il promet de restaurer la confiance. Blatter résiste, titre La Stampa. C'est son premier mouvement depuis le tsunami, écrit le quotidien italien. Et il résiste parce qu'encore rien n'est joué et il le sait. Et il résiste d'autant plus que malgré scandale, Sepp Blatter peut être réélu, souligne Les Échos, qui admet néanmoins la pression est maximale. Mais le président de 79 ans qui brigonçait un 5e mandat ne se laisse pas démonter. Blatter, qui ferme les yeux depuis des années, écrit Le Figaro, presque blasé, est inamovible, indéboulonnable. Le Figaro qui explique poussait jusqu'à l'obsession son combat pour la reconnaissance. Il est le fils d'un contremaître et d'une mère au foyer d'un petit bourg du Valais. Le conduit à braver les situations explosives sans jamais se départir de son aplomb légendaire. Et Blatter le sait, ce que pense le public de la FIFA n'a pas d'influence en fait sur les votes. Ce qui compte, c'est ce que pensent les 209
9 membres. C'est ce que remarque outre-Atlantique le Washington Post. Il n'en reste pas moins que la guerre est déclarée, Monsieur Blatter. À titre le point, parmi d'autres voix, Michel Platini s'est dressé de manière ferme. Le président de l'UEFA a appelé publiquement à la démission de Sepp Blatter, espérant ainsi peut-être influencer les votants. Alors Sepp Blatter ne démissionnera pas, il se représente à son propre poste cet après-midi. Rudy a-t-il des chances de l'emporter? Oui, et Michel Platini a beau faire campagne, il a fait campagne hier, il a dû faire campagne cette nuit pour faire pencher les votes. Alors effectivement, les fédérations européennes voteront pour le Prince Ali, donc contre Sepp Blatter, mais ça représente à peu près 25% des votes. Le reste des fédérations sont acquises à la cause de Sepp Blatter. Justement, c'est ça le fameux système Blatter. Mais s'il est élu, cela ne signifiera pas qu'il aura un mandat facile. Platini déjà le menace d'un retrait de la FIFA. Les sponsors, ouais. C'est-à-dire le cœur du problème, demandent son départ du bout des lèvres. Des institutions suspendent leur relation avec la FIFA, donc il pourrait effectivement être réélu, mais ça très très esselé, la situation risque d'être chaotique. Alors vous l'avez dit, ce vote s'est transformé en affrontement entre deux camps, finalement deux visions du football, Platini versus Blatter. Oui, pour Platini, là, ça en est trop. Et pourtant, les deux hommes se connaissent et s'appréciaient. Platini, en 98, était pourtant le conseiller de Blatter. Et donc, désormais, maintenant, il s'oppose publiquement. C'est une vraie opposition de style, en fait, au niveau de la philosophie du football, de ce que doit être le football. Ce qui déjà oppose Blatter et Platini, c'est que Blatter vient du monde du marketing, de la marque de montres Longines, et n'a jamais été un grand joueur de football, contrairement à Michel Platini. Et dans les hautes instances du sport et du foot, eh bien, on voit d'un mauvais œil les joueurs, on les pense trop simplés pour pouvoir diriger le foot mondial. Et Platini, depuis 3 mandats à la tête de l'UEFA, prouve qu'il fait du bon travail. Pourtant, lui, ex-joueur de foot. Mais c'est surtout donc une opposition de philosophie. Blatter, c'est le symbole du foot business, et Platini, lui, travaille pour avoir un foot qui retourne aux valeurs, avec plus de redistribution et en donnant la part belle au fair play financier et donc aux petits clubs dans l'UEFA. Donc c'est vraiment une opposition de style et de ce que doit être le football demain qui se joue ici. Voilà, réponse en tout cas dans quelques heures avec le vote du Congrès. Et votre estimation, Blatter a beaucoup de chances de l'emporter. Il va l'emporter, mais les jours seront difficiles. Merci Rudy. Blanchiment, compte caché, millions de dollars de pots de vin. De nombreuses questions demeurent à ce jour sur l'affaire qui secoue la FIFA. Alors pourquoi ce sont les États-Unis qui mènent l'enquête? Qui est la fameuse taupe? Et pourquoi la justice suisse s'en mêle elle aussi? Elsa Parian tente de faire un peu d'ordre. Plus de 2 décennies de corruption à la FIFA. Premier dossier, l'attribution suspecte de Coupe du Monde. C'est en 2004 que tout commence. Maroc ou Afrique du Sud, chaque voix compte pour déterminer le pays organisateur du Mondial 2010. Jack Warner, ancien président de la CONCACAF, équivalent nord-américain de la FIFA, et membre exécutif de la FIFA, aurait mis son vote aux enchères. 1 million de dollars proposé par le Maroc, 10 millions pour 3 voix côté sud-africain. 6 ans plus tard, c'était en Afrique du Sud que le mondial se déroulait. Un scénario que le pays dément aujourd'hui alors que Jack Warner a accepté de plaider coupable des chefs d'accusation qui le visent. 13 autres personnes sont elles aussi inculpées, 47 chefs d'accusation ont été retenus. La justice américaine mène l'enquête. Nous cherchons également d'autres suspects. Tous ces prévenus ont abusé du système financier américain et ont violé la loi américaine. À mesure que nous progressons, nous accueillons favorablement l'opportunité de travailler avec nos partenaires à travers le monde afin de traîner devant la justice d'autres complices et individus corrompus. De premiers éléments de réponse à la forte implication de la justice américaine dans ce dossier. Certains délégués de la FIFA sont par ailleurs à l'origine de versements de commissions en échange de droits médiatiques de compétition organisés aux États-Unis et en Amérique du Sud. Enquête ouverte sur les attributions par la FIFA des Coupes du Monde 2018 et 2022, procédure pénale engagée pour soupçon de blanchiment d'argent et gestion déloyale. La justice suisse est aussi impliquée. Si les racines de l'affaire tendent à se préciser, la position de Sepp Blatter, président de la FIFA depuis 1998, pose aujourd'hui question. Je ne veux pas spéculer sur ce que les gens savaient ou ne savaient pas. Mais au bout du compte, Blatter était à la tête d'une organisation où il y a eu des discussions, des enquêtes, des mesures prises vers une réforme, mais où de réels progrès vers cette réforme n'ont finalement jamais été faits. Si le ministère public suisse ne prévoit pas pour l'instant d'auditionner Sepp Blatter, c'est une autre figure des hautes sphères du football qui concentre aujourd'hui toutes les attentions. Chuck Blazer, la taupe du FBI au sein de la FIFA. Membre du comité exécutif de la fédération entre 1996 et 2013 et secrétaire général de la CONCACAF.
Ce sont ces problèmes avec le fisc qui l'ont conduit vers cette collaboration fructueuse. Espérant une sanction plus clémente, il s'est investi sur le terrain pour le FBI. Entre 2011 et 2013, Blatter a porté un micro camouflé dans un porte-clés. Des dizaines, voire des centaines de conversations aujourd'hui aux mains de la justice américaine. Une source cruciale destinée à alimenter cette enquête d'envergure qui n'en est encore qu'à ses débuts. Voilà, et en marge de ces affaires qui secouent la FIFA, le congrès annuel qui se tient donc cet après-midi devra également se prononcer sur une autre question, la suspension d'Israël de la fédération à la demande des Palestiniens. Daniel Haïk, on revient d'abord sur les faits. Les faits, c'est stupéfiant, c'est-à-dire que alors que la FIFA se trouve dans la tourmente, dans un véritable tremblement de terre sans précédent, eh bien, ses membres vont trouver le temps pour envisager d'exclure l'État d'Israël. Cela peut paraître tout à fait stupéfiant. C'est le résultat de toute une campagne qui a été orchestrée par les Palestiniens au cours des dernières semaines et des derniers mois. Il y a eu des tractations, il faut le préciser, au cours des dernières semaines. Pas plus tard que la semaine dernière, Sepp Blatter était ici en Israël. Il a rencontré Binyamin Netanyahou, il a rencontré Mahmoud Abbas. On avait parlé d'un compromis. Binyamin Netanyahou est allé au-devant des Palestiniens. Il a accepté, par exemple, de donner satisfaction aux Palestiniens sur le fait que les joueurs palestiniens de l'équipe, la sélection palestinienne, pourraient circuler librement entre Gaza et la Cisjordanie. Ils auraient des cartes magnétiques qui leur permettraient de ne pas être fouillés à l'entrée des postes de passage. Donc il y a eu des efforts effectués par Israël et malgré tout, on voit que quelque part, dans ce contexte extrêmement troublant qui secoue la FIFA, eh bien malgré tout, les Palestiniens veulent aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est une affaire strictement sportive ou c'est de la politique? Non, alors c'est clairement de la politique. Et c'est de la politique à deux étapes, on va dire. D'abord, de la part des Palestiniens, il faut rappeler que Djibril Rajoub, le président de la Fédération palestinienne de football, est considéré comme un potentiel successeur de Mahmoud Abbas et que pour lui, dans le cadre de la campagne diplomatique, des initiatives diplomatiques des Palestiniens auprès des instances internationales, montrer qu'il est ferme, qu'il tient le coup face à la communauté internationale et qu'il essaye d'exclure Israël d'une telle instance, eh bien, s'il obtient cette exclusion, eh bien, cela lui donnera un prestige au sein de la population palestinienne qui pourrait l'aider à être le successeur officiel politique de Mahmoud Abbas. Pour finir, Daniel, quelles sont les perspectives de vote ? Alors, les perspectives de vote, il faut d'abord souligner que ce vote va intervenir après le vote de Sepp Blatter, la présidence, le vote de la présidence. Les calculs sont simples, il y a 209 membres de la fédération, 229 membres au sein de la fédération internationale. Il faut 157 membres qui puissent voter en faveur de la résolution palestinienne pour qu'Israël soit exclu. 75%. 75%. Il faut donc plus de 52 pays qui voteraient contre. Il y a déjà l'UEFA avec Platini qui devrait voter. Il y a 53 membres au sein de l'UEFA. Il n'est pas certain que tous voteront, mais il faut souligner qu'il y a aussi, par exemple, des pays comme les États-Unis, comme le Canada, comme l'Australie, comme certains pays de l'Océanie, aussi des petites îles qui ont déjà annoncé qu'elles soutiendraient Israël. Il semble peu probable que l'on arrive aux 75% et que les Palestiniens fassent passer cette résolution. Et puis sur le fond, finalement, la FIFA risque, je dirais, avec ce jeu de mots, de se tirer une balle dans le pied en conjuguant sport et politique. Ce ne serait qu'un second problème par rapport au scandale dans lequel elle est plongée. Voilà, verdict là aussi cet après-midi. Merci beaucoup Daniel. En politique française, les militants PS ont voté hier pour ne pas changer de premier secrétaire. À 8 jours du congrès de Poitiers, eh bien, ils ont reconduit Jean-Christophe Cambédélis. Il avait été nommé à son poste et a désormais obtenu une légitimité populaire. Et dans l'autre camp, à la veille du congrès UMP qui se tient donc demain, les adhérents du parti votent depuis hier et jusqu'à 18h ce soir par Internet sur le nouveau nom de leur parti, les Républicains. Mais pas seulement, les nouveaux statuts et le nouveau bureau politique est également à valider. Léa Berdugo. Nicolas Sarkozy remercie les socialistes, objet de cette courtoisie pleine d'ironie. Le PS a selon lui assuré la promotion des Républicains, le probable futur nom de l'UMP pour lequel votent aujourd'hui et demain les militants. Ils sont plus de 213 000 adhérents à pouvoir se prononcer. Si ce changement de nom a focalisé l'attention ces derniers jours, les militants votent également pour les nouveaux statuts du parti et la composition de son nouveau bureau politique. Un vote qui s'inscrit dans la volonté de refonte du parti prôné par Nicolas Sarkozy. C'est pas le parti de tel ou tel, en tout cas c'est pas le parti de Sarkozy ou d'un autre. C'est une force qui prépare l'avenir au service de l'idée que nous nous faisons de la France et de la République, qu'il ne nous appartient pas
mais que nous voulons incarner et que nous revendiquons, parce qu'il faut la redresser. Des statuts plus démocratiques, une plus grande décentralisation vers les instances dirigeantes, une meilleure représentation des différentes sensibilités au sein du parti. Les promesses sont nombreuses pour ce vote crucial pour l'UMP. Les résultats seront proclamés ce samedi lors du congrès du parti, au cours duquel 60 intervenants s'exprimeront avant le discours de clôture du chef de file du parti. Dépasser le clivage droite-gauche, ramener les citoyens à la politique, tels sont les objectifs affichés par Nicolas Sarkozy dans le cadre de ce temps fort d'unité. Une unité à la longévité bientôt entravée par la rude bataille des primaires. Allez, au chapitre judiciaire, dans l'affaire Bettencourt, le tribunal a relaxé hier l'ancien ministre Éric Woerth, poursuivi pour abus de faiblesse envers la riche héritière de l'Empire L'Oréal. En revanche, le photographe François-Marie Bagné a lui écopé de 3 ans ferme pour avoir profité des largesses de Liliane Bettencourt. Voilà, retour dans la région. Pour la première fois de l'histoire d'Israël, un Jordanien obtient un doctorat universitaire israélien. Il est spécialiste de la question de l'eau et veut promouvoir le partage de cette ressource rare dans la région comme moteur de paix. Reportage Mathias Inbar. Obtenir la paix via l'eau. Un enjeu colossal que s'est fixé Amer Sweati, le premier citoyen jordanien et de manière générale, le premier ressortissant d'un pays arabe à avoir obtenu un doctorat dans une université israélienne. Sa spécialité, le traitement de l'eau salée et la création de ponts entre les peuples du Proche-Orient. Israël produit aujourd'hui plus de 500 millions de mètres cubes par an. L'objectif étant de créer donc d'autres sites de désalinisation de manière à ne plus utiliser les ressources naturelles à des fins domestiques ou pour l'agriculture. Donc si vous créez plus de sites de traitement d'eau dans la mer Méditerranée, à l'aide de l'oléoduc, vous pouvez distribuer en même temps cette eau aux Israéliens, aux Jordaniens et aux Palestiniens. Un projet tripartite qui existe déjà, mais principalement pour sauver la mer Morte. En février dernier, le ministre de l'Énergie israélien Silvan Shalom signait avec ses homologues jordaniens et palestiniens la création d'un pipeline dans la mer Rouge à destination de la mer Morte. Objectif, produire au moins 80 millions de mètres cubes par an. Israël en achètera jusqu'à 40 millions. Le reste ira à Aqaba en Jordanie, pour un coût estimé à 800 millions d'euros. De son côté, Amer estime qu'il faudrait avancer vers l'idée d'une paix globale, régionale. Sans cela, les mentalités ne pourront pas évoluer. L'afflux des réfugiés, plus d'1,5 million de Syriens, d'Irakiens et ceux d'autres pays, met la pression sur les leaders jordaniens qui doivent trouver des solutions sur le manque de ressources naturelles. Et ces solutions pourraient justement venir de ses voisins. Plusieurs centres de traitement d'eau existent en Israël, principalement dans le sud du pays, mais c'est plutôt vers la mer Méditerranée que se tourne Amer. Il faut dire qu'elle représente un quart du dessalement mondial. On peut vivre sans pétrole, mais on ne peut pas vivre sans eau. Transformer cette eau salée en eau potable pourrait emmener de l'espoir à beaucoup de gens, de la vie dans cette région. Vous savez que dans certaines puissances pétrolières, l'eau est parfois plus chère que le pétrole. Parfois 10 fois plus cher qu'un litre de pétrole. Vous voyez à quel point c'est ridicule. La désalinisation est le futur de la région. L'eau salée alors comme substitut de l'or noir, la question est posée. Un moyen pour Amer de contrer les conflits géopolitiques de la région. Roni Sarfati, bonjour, merci d'être avec nous ce matin en plateau. Vous êtes ingénieur dans le traitement de l'eau. Est-ce que le Moyen-Orient a réglé sa crise de l'eau grâce au dessalement ? Alors le dessalement, c'est une des solutions, on est en voie de la solution. On n'a pas encore, pas tous les pays ont solutionné. Par exemple, si on prend l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, ils ont fait le choix du tout dessalement. Donc il y a plus de 90% qui est dessalement. On peut dire qu'aujourd'hui ils n'ont plus de problème. Israël a commencé bien avant tout le monde à trouver des technologies innovantes. Donc elle a une panoplie de technologies. Elle est aujourd'hui le leader mondial en exportation de technologies d'eau, en exportant plus de 2 milliards de dollars par an de technologie uniquement d'eau. Maintenant, il y a des pays comme la Jordanie qui veulent résoudre ce problème. Évidemment, le dessalement est la solution à privilégier. Voilà, la clé à privilégier. La Jordanie, justement, pour solutionner son problème de l'eau, a signé un accord avec Israël et l'autorité palestinienne il y a moins de 2 ans. C'est ce qu'on appelle l'hydrodiplomatie.
Alors l'hydrodiplomatie, c'est un mot général que les communicants, donc la télévision, aiment bien. Maintenant, l'accord qui a été signé, c'est un accord donc, qui a été signé en décembre 2013, donc il y a 1 an et demi, entre Israël, l'autorité palestinienne, la Jordanie et la Banque mondiale, qui stipule quelque chose qui est formidable, qui montre bien la coopération et la volonté de coopérer et la faculté à coopérer entre États dans la région, puisque ça inclut plusieurs aspects, dont notamment la création d'une usine de dessalement d'eau de mer qui sera côté jordanien, à côté de la frontière avec Israël, mais côté jordanien, donc gérée par la Jordanie, à côté du golfe d'Aqaba, donc dans le sud du pays. Une partie de cette eau, plus de 30 millions de mètres cubes par an, qui est une grosse quantité en fait déjà, sera distribuée aux Israéliens qui en ont besoin aussi dans le sud. À l'inverse, les Israéliens qui ont beaucoup d'eau grâce au dessalement beaucoup plus au nord, puisqu'ils la prennent dans la mer Méditerranée, vont donner la même quantité aux Jordaniens. C'est-à-dire qu'il y aura un échange d'eau. Et cet échange d'eau est possible seulement parce qu'il y a une confiance réciproque très forte. Et les Palestiniens dans cette Alors histoire? Les Palestiniens, évidemment, recevront aussi une bonne quantité d'eau, à la fois de cette nouvelle usine qui sera en Jordanie. Elle reçoit déjà une grande quantité d'eau aussi des Israéliens et elle va en recevoir encore plus puisque cet accord prévoit d'ajouter encore 30 millions environ de mètres cubes par an distribués par les Israéliens. Donc c'est vraiment un échange dans tous les sens. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, on voit cet esprit de confiance dans le domaine de l'eau. De bons procédés. Et vous utilisez le mot de confiance, c'est un élément essentiel finalement pour que ça marche. Mais la Jordanie et Israël ont l'habitude du dialogue et ont établi cette relation de confiance depuis plus de 20 ans finalement, depuis leur accord de paix. Exactement. Israël et la Jordanie ont conclu l'accord de paix, le traité de paix définitif donc en 1994. Et donc depuis, il y a un volet eau évidemment dans ce traité qui ne tient que sur 4 pages, alors que les relations d'eau sont extrêmement complexes puisqu'on a à la fois des nappes phréatiques souterraines qui sont à la fois entre la Jordanie, la zone palestinienne et Israël, à la fois les affluents du Kinneret qui viennent, donc il y a un mélange d'eau. Et donc tout ça, ça fait 21 ans maintenant qu'on pratique cet échange, qu'une partie de l'eau est prise, est rendue, est échangée, etc. Et ça marche très très bien. Les gens se réunissent régulièrement et ça avance. Donc cet esprit de confiance, c'est un esprit basé sur 21 ans d'expérience déjà. Merci beaucoup, Rani Serfati. Avec plaisir. Alors, dans la région, en Syrie, les combats se poursuivent avec cette nouvelle victoire des rebelles. Les djihadistes du Front Al-Nosra et leurs alliés islamistes se sont emparés hier d'Aria, la dernière ville de la province d'Idlib, qui était encore aux mains du régime. Et Al-Nosra continue donc de progresser après 4 ans de combat. On s'arrête sur cette déclaration. Leur chef affirme être près de la victoire finale, parlant même d'une question de semaines avant la chute de Damas. Explication Maxime Pérez. Dans la guerre psychologique qui livre au régime d'Assad et à ses alliés, le Front Jabhat al-Nosra a frappé un grand coup mercredi soir. Le chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda, Abu Mohamed al-Joulani, a en effet accordé une interview exclusive à la chaîne satellitaire Al Jazeera, propriété du Qatar. Le chef d'Al-Nosra, qui vit dans la clandestinité et se prête très rarement aux jeux médiatiques, est apparu de dos, le visage dissimulé. Face à lui, le célèbre journaliste égyptien Ahmad Mansour. La scène est presque surréaliste. Véritable épouvantail en Syrie, le djihadiste al-Joulani en profite pour livrer ses aspirations. Des prophéties, diront certains. La première concerne le pouvoir de Bachar el-Assad, à qui il prédit une chute imminente. Al-Joulani va plus loin et affirme que la minorité alaouite sait que le régime ne pourra bientôt plus les défendre. Avec la fin de la dynastie des Assad, viendra celle du Hezbollah, affirme le chef du Front Al-Nosra, pour qui les combats actuels dans le Kalamoun ne changeront rien à l'issue de la bataille. Pour lui, la guerre se terminera à Damas, la capitale syrienne. Quant au Liban, il n'est pas une cible de l'organisation affiliée à Al-Qaïda. Pour Al-Joulani, cette rare apparition médiatique est aussi une occasion de rassurer les Occidentaux. La Syrie, dit-il, ne servira jamais de base arrière à des attaques contre le continent européen ou les États-Unis. Une façon de se positionner dans la Syrie post-Assad et de légitimer le Front Jabhat al-Nosra, qui par ailleurs combat d'autres djihadistes, ceux de l'État islamique. Voilà, et comme tous les vendredis, il est temps désormais de passer en revue l'actu de la semaine avec vos dessins. Michel Kishkak, bonjour, merci d'être avec nous. On démarre évidemment par le grand titre de la semaine, le scandale qui secoue la FIFA. Absolument, c'est incroyable, comme tout le monde est devenu spécialiste en foot aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que finalement, à part les Jeux Olympiques, je pense que le mondial est sûrement le deuxième événement le plus médiatisé du monde.
et ça attise tous les sentiments possibles qui existent chez l'être humain, du plus bas au plus élevé. Alors voilà, j'ai pas pu... Évidemment, c'est incontournable comme information, mais ça y est, les photos des personnes qui sont accusées et qui ont été arrêtées hier à Zurich, elles ont été divulguées dans la presse. On en a parlé, vous en avez parlé sur le plateau pendant un quart d'heure, là déjà ce matin. Alors bon, j'ai pris quelques gueules que j'avais sur ces photos et je les ai mises en train de jouer au FIFA PlayStation. Hein. C'est pas une faute d'orthographe. Ça paye. Le L n'est pas tombé. Ouais. Je l'ai enlevé. Alors évidemment, il y a quelqu'un qui ressemble à un juge américain avec Game Over. Parce que quand j'ai lu un peu sur FIFA avant de venir et de faire ce dessin, il est marqué que FIFA est une association qui n'est pas à but lucratif. Alors j'ai beaucoup rigolé en lisant cette phrase. Elle ne l'est pas pour tous, mais il y a certains pour lesquels elle est très très lucrative. Et j'espère qu'ils vont mettre un grand coup de balai dans cette association, parce que bon, alors qu'on aimerait que le sport fédère les peuples, etc. À la tête de cette plus grande organisation, il y a une bande de corrompus, ça ne peut pas continuer comme ça. Beaucoup d'argent en jeu. Allez, Absolument. toujours concernant la FIFA, on l'a dit, ce vote cet après-midi pour ou contre la suspension d'Israël de la Fédération internationale. Alors là, vraiment, la petite histoire derrière ce dessin, c'est qu'il aurait fallu que je dessine Djibril Rajoub et Miri Regev. Je me suis dit, personne ne va reconnaître Djibril Rajoub, qui est le chef de la Fédération du football palestinien, Miri Regev, qui est nouvelle ministre entrante des Sports. Je me suis dit, si je les dessine, il va falloir que je mette une explication ou que j'écrive leur nom sur leur t-shirt pour qu'on sache de qui il est question. Donc j'ai personnalisé ce conflit qu'il y a maintenant politiquement dans le domaine du sport par éternellement Netanyahou et Mahmoud Abbas. Comme ça, je sais que tout le monde comprend. Voilà, et Abbas disant hors-jeu, tout est dans la petite bulle. On va voir où ça va mener. Si les Palestiniens y parviennent, ça aura des conséquences au-delà du sport, évidemment. Moi, je pense que si jamais ils y parviennent, il va falloir refaire un vote, que tous les pays non démocratiques soient exclus de la FIFA, que tous les régimes totalitaires soient exclus de la FIFA, que tous les pays dans lesquels on ne respecte pas les droits de l'homme soient exclus de la FIFA, et on peut arrêter de jouer au football dans le monde. Ou alors on jouera dans 5-6 pays, et puis c'est tout. Allez, on finit, Michel, par l'actualité israélienne, la condamnation en début de semaine de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Voilà, évidemment, c'est une nouvelle qui est tombée, à laquelle on s'attendait, et j'ai profité de l'occasion, appelons ça profiter entre guillemets, pour vous sortir le dessin que j'ai fait en septembre 2009. J'ai laissé la date, c'est quand les trois affaires, Talansky, Rishon Tours et Holy Land ont éclaté. Je me suis dit, ça va mal finir pour Olmert. Et finalement, voilà, il a déjà une condamnation à 6 ans, maintenant une ferme à 8 mois, et il est mal barré. C'est triste, il y en a que ça réjouisse, mais c'est la réalité. On a déjà un président sous les barreaux, on risque d'avoir un ex-premier ministre aussi, dans pas longtemps. Merci beaucoup, Michel Kishka. À suivre, on reparlera de sport, mais sous un angle un petit peu plus léger. C'est un débat récurrent. Abstinence ou sexe avant un match? Deux écoles s'opposent et la question est relancée après les dernières déclarations de l'étoile montante du tennis australien. Voilà, on se retrouve pour aborder cette question après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Éléonore Veil. Ce sera dans 2 petites minutes. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue si vous nous rejoignez. On prend tout de suite la direction de New York. 14 ans après l'attaque terroriste contre les Twin Towers, One World Tower est sorti de terre cette semaine et ouvre ses portes au public. Explication en images, signé David Gomba. C'est une vue que beaucoup ne pensaient jamais revoir. Cela montre bien la résilience dont font preuve les Américains et les New-Yorkais en reconstruisant cette tour et en le faisant d'une manière si spectaculaire. Comment oublier cette journée terrible? Le 11 septembre 2001, à 8h46 heure locale, le vol 11 d'American Airlines touche la tour nord du World Trade Center. À 9h03, la tour sud est elle aussi atteinte. Le bilan, 2996 victimes. 14 ans après, c'est un nouveau départ pour la Big Apple. Le One World Trade Center, le plus haut gratte-ciel de New York, ouvre son observatoire au public. C'est sur ce lieu que se dressait le World Trade Center, fleuron de la renaissance de Manhattan. À partir de 1973, avec plus de 500 mètres de haut, les Twin Towers dominaient la skyline de New York et symbolisaient la puissance économique des États-Unis. En
2005, le projet Freedom Tower est dévoilé. On lance la construction en 2006 et il aura fallu près de 10 ans pour la compléter. 380 mètres de haut, 104 étages, 325 279 mètres carrés de surface habitable. C'est le gratte-ciel de tous les records, 5,4 millions de mètres cubes de béton, 45 000 tonnes d'acier, 305 000 mètres carrés de verre. Mais avant tout, une vue à couper le souffle sur la mégalopole américaine. Nous attendons à recevoir entre 3 et 4 millions de visiteurs par an dans cet espace afin qu'ils profitent des restaurants et apprennent des choses sur New York en utilisant la technologie mise à disposition et qu'ils profitent de la vue. Et pour monter tout en haut, 73 ascenseurs, dont certains vous enverront au 102e étage en 47 secondes. Autant dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Pour 32 $, vous pourrez donc avoir la ville à vos pieds et l'admirer comme au bon vieux temps. Une source de fierté pour les New-Yorkais. Comme nous l'avons dit, c'est une façon de lever le poing en l'air en disant nous l'avons reconstruite. C'est le réaménagement des quartiers du centre-ville. Et fait vraiment sentir que New York est de retour. New York is back, dans l'esprit américain somme toute. Comme ils le disent si bien, the show must go on. Ouais, c'est ça. Allez, je vous le disais, dans le monde du sport à présent, un débat récurrent, abstinence ou sexe. Avant un match, deux écoles qui s'opposent et la question a été relancée après les dernières déclarations de l'étoile montante du tennis australien. Betsabé, vous avez planché sur la question. Et oui, le sujet est pour le moins disputé dans le monde du sport, mais pas de quoi impressionner Nick Kyrgios, âgé de 20 ans, le 30e joueur mondial du circuit ATP, revendique son joie dans le magazine australien GQ. J'ai des relations sexuelles avant un gros match, même si on devrait s'abstenir avant de le disputer. Alors plus qu'une stratégie sportive, il avoue vouloir surtout s'amuser, évoquant d'ailleurs beaucoup de filles. Et ben oui, il en profite, c'est une star montante. Et quand bien même cette attitude va à l'encontre des règles, puisqu'on sait que l'abstinence rendrait les joueurs plus agressifs lors des matchs. Alors pour sa défense, Kyrgios n'a rien inventé. Prenez l'ancien joueur professionnel Fabrice Santoro, l'ex-vainqueur de la Coupe Davis, quand même, affirmait alors « J'aime mieux arriver sur le terrain heureux et détendu que frustré parce que j'ai dormi à côté de ma compagne sans oser la toucher. Il m'est même arrivé d'avoir un rapport sexuel quelques heures avant un match, mais encore une fois, en dépit des règles, Barbara. » Et dans les autres disciplines ? Alors, aucune discipline n'est vraiment à l'abri de ces veilles de match agitées, comme recette de succès. En foot, prenez ces rumeurs, par exemple, selon lesquelles aussi bien Aimé Jacquet que Bernard Tapie faisaient venir des prostituées avant le jour J, comme quoi, ça marchait. Et figurez-vous que même les boxeurs commencent à douter. La boxe, sport agressif par excellence. Alors, les dangers du sexe avant la compète, c'est un mythe. On se pose la question. En tout cas, discordance d'opinion chez les chercheurs, il n'y aurait même pas de corrélation scientifiquement démontrée entre la présence de testostérone dans le sang et l'activité sexuelle. Alors une étude a été menée par Durex, un des principaux intéressés dans ce dossier. Le test, 12 joueurs ont passé 2 tests d'effort maximal sur tapis roulant. Alors le premier au lendemain d'une nuit d'amour et puis le deuxième dans des conditions d'abstinence terribles. Alors le résultat, au lendemain de la dite nuit d'amour, 10 cobayes sur 12 ont atteint plus vite leur fréquence cardiaque maximale. Conclusion, sur le plan physiologique, peut-être bonne nouvelle, pas d'avantage démontré. Sur le plan psychologique, l'abstinence peut en revanche provoquer une certaine frustration. Allez, on va demander son avis à un spécialiste. Merci Betsabé. Régis Gage, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes coach sportif. Alors, sexe ou abstinence avant un match ? Alors, moi, c'est plutôt les courses d'endurance comme le marathon qui demandent justement une énergie sur la durée. Et très franchement, je pense que par expérience, pour avoir fait une vingtaine de marathons, la veille d'un marathon, je pense pas que ce soit pénalisant d'avoir un rapport sexuel, parce que ça va nous éviter simplement d'avoir du stress. Et à partir du moment où... Vous êtes en train de courir vous-même, Régis. Ouais. Non, je me suis arrêté. Vous êtes en marathon, là.
Voilà, on a été coupé effectivement Régis Gage qui devait être en plein marathon. Bon, on va essayer de retrouver la ligne. Dans une séance d'entraînement, ce pauvre homme entre 8 et 9. Bon, mais il partage votre avis en tout cas. Ouais, alors, il a fait quand même, il a laissé le suspense planer très longtemps. On était tous les trois en plateau, la bouche ouverte, attendant. Est-ce qu'il faut ou pas avoir des relations sexuelles la veille d'une compète? Il n'a pas précisé le genre de relations sexuelles. Je pense que quand même, il ne faut pas abuser. Ça fait tomber le stress. Ah voilà, on va être en liaison renouvelée avec Régis. Régis, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, voilà, donc, voilà, donc mettez-vous de côté pour 5 minutes pendant ce marathon. Alors, bon, forcément, ça ne marche pas. Décidément. Allez, on passe à autre chose à présent. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Une grand-mère allemande, âgée de 65 ans, enceinte de quadruplé. Alors, malgré les défis scientifiques, cette femme a réalisé son rêve. Seulement, voilà, une semaine après l'accouchement, la santé des 4 bébés est plus que fragile. Johan Jameta. Ces enfants sont en danger de mort. Annegret Röning, une Allemande de 65 ans, a donné naissance ce lundi à des quadruplés. Une promesse médicale qui cache un problème de taille. Les nourrissons sont des grands prématurés, nés après seulement 26 semaines de grossesse. À ce stade, leur développement est loin d'être achevé et c'est dans une couveuse qui devront le terminer. Face à ce défi, l'équipe médicale essaye de rester confiante, même si la santé des nourrissons a de quoi les inquiéter. Ce sont des enfants qui peuvent mourir, qui peuvent contracter des maladies lourdes ou avoir des séquelles. Ils sont maintenus à une température de 37 degrés comme dans le ventre de leur mère. On essaie de stabiliser leur fonction vitale. La plus critique est la respiration. C'est grâce à une fécondation in vitro en Ukraine qu'Annegret Röning a pu tomber enceinte une nouvelle fois. Déjà mère de 13 enfants et 7 fois grand-mère, l'annonce de sa grossesse avait fait la une des journaux du monde entier et suscité de nombreuses critiques en Allemagne. Outre la question éthique d'une grossesse à un âge aussi tardif, c'est surtout un enjeu financier obscur qui se cache derrière. Annegret Röning avait signé un contrat d'exclusivité avec RTL, une chaîne de télévision allemande habituée des émissions de télé-réalité. Durant les derniers mois de sa grossesse, RTL a en effet suivi Annegret jusqu'à son accouchement. Une collaboration loin d'être une première. Il y a 10 ans, un contrat avait déjà été négocié avec la chaîne alors qu'elle attendait son 13e enfant. Voilà, et comme tous les vendredis, Rudy, c'est l'heure de la revue des médias. Cette semaine, on va parler des mouvements dans la presse écrite française. Ça bouge beaucoup. Oui, ça bouge beaucoup. On a appris mardi, par exemple, que le groupe de luxe LVMH, dirigé par Bernard Arnault, allait racheter le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Le quotidien, c'est le 4e quotidien régional de France et aussi le 4e quotidien national dans sa version aujourd'hui en France, avec 378 000 exemplaires tirés par jour. Selon le Figaro, LVMH aurait proposé 50 millions d'euros pour acquérir les 2 quotidiens. Alors ça paraît incongru comme ça qu'un groupe de luxe achète un journal, mais finalement le rapprochement des 2 titres donnerait naissance à un groupe de presse qui pèserait 335 millions d'euros avec les Échos qui appartient également à LVMH, donc un nouveau groupe de presse qui est en train de se créer. On parle aussi du rachat de 20 minutes. Oui, car 20 minutes, c'est un des rares quotidiens gratuits qui est bénéficiaire dans la presse. Metro News a arrêté d'être tiré en papier avec une version numérique. Et bien le groupe belge Rossel, ça va vous faire plaisir, a annoncé le rachat de 49,3% du capital du quotidien gratuit à un éditeur suédois. Alors, rien ne changera finalement pour l'instant au niveau structure. C'est un simple changement d'actionnaire. Et alors, autre changement important, mais ça c'est dans la formule, celle de Libération qui à partir de lundi va proposer une nouvelle formule plus tournée vers le numérique. Alors je vais vous citer le directeur de la rédaction Laurent Geoffrin. Il disait que Libération est un quotidien qui publiait une version numérique. Libération sera désormais un site qui publie un quotidien. C'est pour vous dire le changement d'état d'esprit dans la presse. Donc une formule qui a été éclaircie, une rédaction rajeunie et aussi autre changement pour le lecteur. Le prix du quotidien passera de 1,80 € à 2 €. Et ça démarre ce lundi. Voilà, à trouver dans les kiosques. Alors on le dit depuis longtemps, la presse écrite c'est un secteur en crise qui est obligé de se réinventer sans cesse face au site internet. Oui, pourtant le journal papier a toujours une place importante dans le cœur des Français en buvant son café dans le métro, etc. Mais effectivement la baisse des ventes... Ils ne boivent pas le café dans le métro, Rudy. Non, ça c'est plus les Israéliens ou les New-Yorkais, c'est vrai. En tout cas, dans les 2 cas, on aime avoir son journal avec soi, mais la baisse des ventes, elle est très difficile à juguler, plus de 3,5% par an, et donc tous les groupes de presse se sont tournés vers le numérique. Il faut savoir que pour un budget de 7 milliards d'euros, la presse est aidée au niveau d'1 milliard d'euros par l'État au nom de la diversité d'opinion.
Voilà pour la presse écrite. Dans le monde de la télé, cette annonce d'M6 cette semaine, les reines du shopping va démarrer sa version masculine. Oui, c'est une émission que ne rate jamais notre productrice et fashion victime Déborah Selam. Les reines du shopping, si vous ne connaissez pas, c'est sur M6, regardez. L'instant tant attendu est arrivé. Qui d'Amandine ou de Nabila va remporter le titre de reine du shopping et gagner le chèque de 1 000 €? La reine du shopping de cette semaine est... avec une moyenne de 6 sur 10, Amandine. Oh là là, ma belle! Oh là là, t'es grande! Oh là là! C'est plus grande que moi, oh là là! Oh ma chérie! Mais aussi, t'as des talents vertigineux. Voilà, alors pour une semaine, les téléspectateurs vont devoir oublier les ma chérie pour des Ouais, je sais, j'en regarde aussi. Des mon chéri, parce qu'en effet, du 15 au 21 juin, ce seront les hommes qui vont devoir se faire un look. Donc Betsabé me demandait à quoi ressemblait cette émission. Les participantes et participants désormais ont un budget et un thème et vont devoir s'habiller. Aussi, accessoirement. Et ils ont le look. Alors effectivement, Christian Cordula est très populaire, un des personnages télé préférés des Français, qui d'ailleurs a répondu oui à l'invitation de Laurent Ruquier à rejoindre les grosses têtes d'RTL. Donc on pourra l'entendre sur RTL. Voilà, Jean-Michel Apathy qui arrive sur Europe 1 et Mélenchon qui n'aime pas du tout Secret d'Histoire. C'est dans les infos en bref. C'est désormais officiel et confirmé par un tweet. Jean-Michel Apathy quitte RTL, où il officiait depuis 12 ans pour Europe 1. Le journaliste politique va rejoindre Wendy Bouchard pour rebooster la tranche du midi de la station de la rue François 1er qui vient de fêter ses 60 ans. La programmation de l'émission Secret d'Histoire n'est pas du tout du goût de Jean-Luc Mélenchon. Pour le leader du parti de gauche, il y a trop de rois et de reines dans l'émission de Stéphane Bern. Dans une lettre adressée à la nouvelle présidente de France Télé, il accuse l'émission d'histoire de France 2 de délaisser les valeurs républicaines. Il a même fait le calcul, 60% des 88 épisodes de l'émission parlaient en effet de monarques, alors que seulement 6% portaient selon lui les valeurs de la République. Yahoo lance son premier magazine en ligne en France. Baptisé Yahoo Tech France, le site a été mis en ligne mardi avec pour vocation de vulgariser et démystifier les nouvelles technologies. Yahoo France espère 1,4 million de visiteurs d'ici à 6 mois. Allez, voilà pour toute l'actu média de la semaine. Merci Rudy. Et on finit avec ce bar dans la ville de Kiev, en Ukraine. Le patron est âgé de 29 ans et il a été blessé au front par les séparatistes. Et en montant son enseigne, eh bien, il a décidé d'être politiquement incorrect. Regardez. Peut-être reprendriez-vous un peu de grillade aux séparatistes. C'est l'une des spécialités de ce restaurant pour le moins atypique, qui propose également un menu Vive la junte ou une grillade aux 300 de Strelkov. Le Karatel, traduisez le bourreau, a ouvert ses portes au début du mois de mai. Ici, l'humour noir règne en maître. Du nom des menus aux caricatures placardées sur les murs, le lieu tourne en dérision les dérives propagandistes de la Russie pendant le conflit russo-ukrainien. Un coin esclave, en référence à un reportage russe affirmant que Kiev promettait 2 esclaves à chaque soldat combattant contre les séparatistes. Un menu Berkout grille, du nom de la police anti-émeute ukrainienne, accusée d'avoir réprimé dans le sang une manifestation pro-européenne à Kiev en février 2014. À Lviv, il y a aussi un restaurant qui s'appelle Krivka, qui ressemble à un ancien bunker. C'est le même thème, on vient ici pour l'atmosphère. Le patron est un ancien soldat. Blessé à la tête par un obus en août 2014 pendant l'une des batailles les plus meurtrières du conflit, traumatisé par les combats sanglants, il a pris le parti de l'humour et de l'ironie pour échapper à la dépression. Nous n'avons pas de message agressif. Nous tournons en dérision la politique d'information de notre voisin russe. Notre menu est très critiqué par eux. Ils menacent de brûler ma voiture, de me tuer, de nous lancer une grenade. Ils sont agressifs et ne comprennent pas que nous, Ukrainiens, avons simplement un meilleur sens de l'humour qu'eux. Nous sommes une nation vivante, nous n'abandonnerons jamais. L'humour et l'amour nous ont toujours sauvés. Et pour preuve, le Karatel affiche complet depuis le premier jour de son ouverture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci Rudy, merci Betsabé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve avec grand plaisir dès lundi. Passez une très belle journée, surtout portez-vous bien.